France Maghreb 2. Par les femmes. Présenté par Hanan Zawani Sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices. Nous sommes de retour donc pour cette seconde saison de Par les femmes. La violence conjugale tue, mesdames. Nous allons parler de ce sujet encore tabou et de ces femmes battues. À compter de ce mardi 3 septembre et pendant 12 semaines se tient à Paris et en région des réunions de travail associant des représentants des services de l'État, associations, acteurs de terrain et surtout familles de victimes. Comment vont-ils travailler? Qui peut participer? Que peut-on en attendre? Nous questionnerons le collectif Ntarajel à ce sujet. Le Grenelle des violences conjugales annoncé par Marlène Schiappa début juillet s'est donc ouvert ce mardi jusqu'au 25 novembre. Mais avant de lancer notre dossier du jour Femmes battues et féminicides et retrouver en première partie d'émission Samia Chiki et Hennouna, nos chroniqueuses, place à la playlist Girl Power et nous démarrons donc avec TLC, groupe mythique de R&B No Scrubs. Par les femmes. Présenté par Hanan Zawani Sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. Nous sommes de retour sur les ondes de France Maghreb 2 et nous accueillons aujourd'hui une femme d'influence. Nous accueillons Lisa Amar. Alors Lisa Amar, Ntarajel, t'es un homme toi. Alors en une phrase sur Twitter, quelques jeunes femmes ont secoué et piqué l'ego du patriarcat. Elles sont relativement jeunes, je dirais même très jeunes. Elles ont entre 22 et 24 ans. Elles sont issues de la diaspora maghrébine en France. Elles en ont marre du mépris, de la violence et des insultes de certains. Donc remettre en cause la masculinité toxique, Lisa, vous allez nous expliquer quel est ce terme. C'est le but en tout cas de ce hashtag qui a été lancé en juillet 2018 qui s'appelle Ntarajel. Alors aucune remise en question de ce qui est dénoncé de la part de vos détracteurs. Aucune remise en question de la part de vos détracteurs que vous dénoncez. On vous reproche non seulement de vouloir créer la division dans la communauté, d'être vulgaire, de faire le jeu des racistes, de rejeter leur religion supposée, donc l'islam, d'être apostat, entre autres. Donc Lisa Amar, bonjour et bienvenue sur les ondes de France Maghreb 2. Bonjour Hanan, bonjour à tous et merci de m'accueillir. Vous êtes étudiante en recherche littéraire, voilà, vous avez 22 ans et vous comptabilisez près de 9000 abonnés sur votre compte Twitter. Alors mener ce combat sur les réseaux sociaux, est-ce dur ou très dur? Alors je dirais que c'est très dur parce que justement le combat ne s'arrête pas aux réseaux sociaux, mais effectivement c'est compliqué sur les réseaux sociaux parce que le cyberharcèlement y est hyper bien organisé. Parce que justement les réseaux sociaux aujourd'hui permettent à beaucoup de femmes, notamment aux femmes qui n'ont pas accès aux télévisions, qui n'ont pas accès aux médias, j'ai envie de dire mainstream, aux médias que tout le monde connaît. Les réseaux sociaux sont une alternative et permettent de s'exprimer sur toutes les questions qui nous touchent au quotidien et donc évidemment nos rapports avec les hommes, etc. Alors parlez-nous de la jeunesse de votre projet. Comment se sont rencontrées ces 11, enfin en tout cas cette dizaine de femmes du collectif Ntarajel, tu es un homme toi? Alors, y en a que j'ai rencontrés dans des événements féministes, d'autres que j'ai rencontrés justement via les réseaux sociaux. Mais au départ, c'était simplement une conversation entre femmes. Donc une conversation en fait non mixte, entre femmes uniquement nord-africaines parce qu'on était plus à l'aise comme ça, on était comprises. Et puis donc voilà, une petite blague qui a été faite par une de nos anciennes camarades qui avait mis le hashtag Ntarajel dans sa biographie Twitter, il me semble. Ça a été repris par beaucoup de femmes, notamment nous pour la soutenir parce qu'elle était justement victime de cyberharcèlement. Et suite à ça, donc on l'a soutenue et d'autres femmes nord-africaines et d'autres qui ne sont même pas nord-africaines finalement se sont jointes à nous et ça a fait un énorme mouvement et puis un hashtag sur lequel les femmes s'exprimaient et exprimaient en fait leur ras-le-bol du patriarcat, leur ras-le-bol aussi de la double peine en fait que subissent les femmes. Alors effectivement, ce hashtag était déjà lancé. Vous l'avez repris à votre compte, suite à une histoire un petit peu particulière. Donc effectivement, je vous la raconte, chers auditeurs, chères auditrices. Donc un groupe en réalité d'action, je suppose, de lutte contre le racisme, discrimination
relations, etc. Donc mixte avec des hommes et des femmes, donc 50%, 50%, où effectivement vous vous êtes retrouvés à vous voir retirer, pas forcément retirer la parole, mais à ne pas être entendu. Donc au bout de quelques mois, les femmes qui faisaient partie de ce groupe ont commencé à en avoir marre, et de là il y a eu une réelle prise de conscience que votre parole n'était pas respectée à juste titre, que quand vous émettiez peut-être des recommandations ou ne serait-ce qu'une opinion, un avis, et ben on pouvait sauter un passage que vous aviez pris le temps d'écrire, une dizaine, une quinzaine de lignes, et on répondait à un homme qui lui peut-être apparaissait plus intéressant. Donc c'est contre ça d'abord que vous êtes soulevée, Lisa. Oui, contre absolument. le fait de ne pas être entendu dans un groupe mixte où vous êtes 50% d'hommes, 50% de femmes. C'est ça. Et tous et toutes par contre nord-africains. Donc c'était un groupe mixte sur le plan du genre, mais non mixte sur le plan racial. D'accord. Donc de là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc vous vous êtes rencontrés, vous avez créé ce collectif. Quelles sont vos actions aujourd'hui? Qu'est-ce que vous défendez? Alors là, ça fait du coup 1 an que le collectif existe et on a mené plusieurs actions en 1 an. Donc on a participé par exemple aux manifestations contre les violences sexuelles et sexistes en novembre dernier. On a organisé des événements, donc des événements parfois en non-mixité, donc seulement entre femmes justement maghrébines, nord-africaines, pour parler des problématiques qui nous sont spécifiques. Et c'est pas raciste ça de rester entre femmes nord-africaines? Vous savez, en vérité, tous les groupes s'organisent comme ça, et c'est absolument pas raciste puisque c'est un événement privé qu'on s'organise, c'est une petite réunion entre femmes en fait. Mais pourquoi exclure d'autres personnes? Bah, le problème, moi j'ai des copines françaises, noires, asiatiques, elles veulent peut-être bien m'aider. Alors le problème avec les événements et les rencontres mixtes, c'est que c'est intéressant parce que du coup les personnes qui connaissent pas découvrent, mais du coup on avance moins vite en fait. C'est-à-dire que là, dans une salle, quand on est entre femmes nord-africaines et qu'on discute d'un sujet qui concerne spécifiquement les femmes nord-africaines, on sait tout où on va, on sait tout ce qu'on dit. Et, on se comprend en fait. On a les mêmes mots. Voilà. Personne ne remettra en cause tel ou tel discours. On est aussi protégé parce que finalement, votre copine blanche, peut-être qu'à un moment, elle va douter de ce que vous allez dire parce qu'elle n'aura jamais vu ça de sa vie. Alors que nous, entre femmes nord-africaines, on sait pertinemment que ça existe. L'objectif, c'est pas justement d'avoir d'autres alliés femmes. Mais justement, c'est pour ça qu'on a aussi des événements qui sont, là c'est la majorité, qui sont ouverts à tout le monde. Donc il y a un temps en fait pour s'organiser entre nous et pour s'écouter et s'entendre et se comprendre. Et il y a un autre temps pour s'organiser avec d'autres femmes, un autre temps pour s'organiser avec tout le monde, toute la société, donc inclure les hommes en fait qui veulent aussi s'inclure. Donc voilà, il y a un temps pour tout et c'est plus de l'organisation que du racisme. Alors ces réunions non mixtes, de ce que j'en comprends, c'est un temps nécessaire d'échange, de témoignage pour vous permettre déjà de vous comprendre avant d'aller effectivement peut-être convaincre d'autres femmes de la légitimité de votre combat. Alors on va recevoir tout à l'heure une autre cofondatrice du collectif Nta Rajel en la personne de Guiz Asma. Je souhaitais revenir sur votre vécu au niveau des réseaux sociaux. Donc une femme d'influence effectivement qui est présente sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que vous arrivez à faire passer vos messages? Est-ce que vous êtes sur un discours radical? Est-ce que vous essayez de vous faire comprendre en étant diplomate? Comment vous agissez? Franchement, ça dépend. Ça dépend de mes humeurs, ça dépend des sujets. On a le droit. C'est ça. Ça dépend des sujets, ça dépend de mes humeurs et puis ça dépend de la stratégie. Les humeurs, en réalité, voilà, ça dépend des sujets. Des sujets et de la manière dont peut-être vous avez été attaqué ou dont ça vous touche personnellement. Voilà, parce que c'est un vrai travail psychologique de rester sur Twitter. Absolument, c'est un travail psychologique et puis effectivement c'est des sujets qui nous touchent parce que en tant que femme, en tant que moi je porte le voile, donc en tant que femme qui porte le voile, etc. Donc forcément on a aussi des colères qui existent et je pense qu'elles sont légitimes. Alors quel conseil justement vous pouvez apporter aux auditrices qui nous écoutent, aux auditeurs également? L'émission est vivement recommandée pour vous messieurs pour justement garder cette sérénité d'esprit quand on milite sur des réseaux sociaux qui sont aussi violents, notamment sur Twitter. Alors j'ai un conseil, mais pour le coup c'est pas le mien, c'est celui de Marie da Silva qui est coach, stratégiste, et elle qui dit en fait, elle a une règle qui s'appelle la règle des 300 secondes.
Donc on ne donne pas plus de 300 secondes à un interlocuteur. Alors, 300 secondes, c'est combien de minutes? C'est 5 minutes. Ah oui, quand même. Il me semble que c'est 5 minutes, mais je suis même pas sûre. Et en gros, on ne donne pas plus de ce temps à une personne qui refuse d'entendre ce qu'on dit, en fait. Donc à une personne qui a visiblement du temps à perdre et qui n'est pas touchée par ce sujet, parce qu'elle nous prend et de l'émotion, et de l'énergie, et du temps. Et donc ce serait inutile, donc c'est la règle des 300 secondes. On ne perd pas son temps avec des gens qui ne veulent pas comprendre et qui n'ont aucun intérêt à comprendre. Pour se préserver en réalité. Pour se préserver, voilà. Et puis continuer à créer de mener, l'information là où elle est reçue. Ce combat. Par qui vous êtes soutenu aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Alors, principalement par d'autres femmes. D'accord. Étonnamment non, mais donc principalement par d'autres femmes et principalement par des femmes donc non blanches, des femmes noires, des femmes asiatiques, des femmes nord-africaines non noires, des femmes qui portent le voile, enfin principalement des femmes qui sont en plus d'être femmes marginalisées aussi par la question de la race. D'accord. Avec les hommes, ça se passe comment? Parce que là, vous vous attaquez en réalité à plusieurs sujets. Donc, je cite votre description sur Twitter. Donc, africaine berbère d'Algérie, décolonialement et féministement voilée. On apprend que vous lisez de la littérature dominée. Vous nous expliquerez ce dont il s'agit, la poésie, le rap, pâtisserie française et thé à la menthe. Est-ce que d'être voilée, féministe et en plus d'avoir un discours anti-colonial et en plus de venir dénoncer ce que vous appelez le machisme toxique de la communauté homme franco-maghrébine, c'est pas trop tout ça? Comment vous faites pour vous comprendre? Je pense en fait, si on veut retenir quelque chose, c'est que l'idée en fait, c'est que tout le monde, donc chaque humain, donc chaque femme, quelle que soit sa couleur, sa race, etc., puisse faire ce qu'elle veut de son corps, puisse faire ses choix toute seule et puisse jouir des mêmes droits que tout le monde, tous les humains ensemble. Donc si on peut retenir ça, je suis pas contre tout le monde, je suis plutôt pour que tout le monde puisse accéder aux mêmes droits et aux mêmes libertés. Je vous laisse le mot de la fin, Lisa. Alors, vous pouvez retrouver le collectif Ntarajel du coup sur les réseaux sociaux, pas sur Twitter, mais sur Instagram et Facebook. Et venez, les femmes nord-africaines. Hanan Zawani présente Par les femmes. Engagée pour améliorer le monde de demain. Alors bonjour à tous, me voilà, Hanouna, après de très très bonnes vacances que j'ai passées au Maroc, c'était génial. En tout cas, vous m'avez vraiment manqué. Et alors pour commencer la rentrée sur de bonnes bases, on va parler petit déjeuner aujourd'hui pour faire le plein d'énergie. Alors comme chacun le sait, c'est le repas le plus important de la journée, c'est le matin, que le glucose est très très bas dans le sang et que l'estomac est le plus vide. Donc il est capable de digérer correctement et il faut surtout éviter de le zapper. Alors Hanan, je sais pas ce que tu prends pour ton petit déjeuner. Alors rien du tout. Je viens de dire éviter de le zapper. Alors manger mieux, c'est réduire les risques de maladie, c'est renforcer son système immunitaire. Et comme on parle d'alimentation santé, forcément on pense au docteur Henri Joyeux. Il donne son avis sur le petit déjeuner équilibré et je trouve que sa proposition est très intéressante. Donc on va en parler ensemble. Elle est simple et facile à mettre en œuvre. Donc une composition d'un petit déjeuner type, ce serait de boire un grand verre d'eau avant chaque repas, une bonne demi-heure avant avec un petit filet de jus de citron. Une infusion, un grand bol de thé vert de préférence, des fruits de saison, bio de préférence, mais fruits de saison c'est déjà pas mal. Des oléagineux, pareil, on est toujours dans le bio en priorité, mais des noix, des amandes, des noisettes, parce que c'est très riche en oméga 3, du pain à base de farine complète, du miel local de préférence, et puis en protéines et en acides aminés essentiels, un œuf au plat, ça fera très bien l'affaire, ou peu importe la cuisson de l'œuf du moment qu'on le déguste. L'idéal aussi, c'est d'avoir, si on a une grande activité au petit matin, c'est d'avoir à 10h un fruit frais de saison, une petite poignée de fruits secs. C'est très très bien. Et puis là, vous me direz, où est le lait? Où est le fameux lait? On va en parler, mais vraiment brièvement, parce que je pense que ça mérite une chronique entière.
Mais on a des croyances qui nous disent que le lait et les produits laitiers sont indispensables, notamment par rapport à l'apport en calcium et que ça aiderait à lutter contre l'ostéoporose. Sauf que non, pas du tout. La Suède, qui est l'un des pays les plus grands consommateurs de produits laitiers, est aussi celui où il y a le plus d'ostéoporose. Le lait de vache n'est pas fait pour nous, c'est fait pour les veaux. Et ça permet de leur assurer une grande croissance forte et rapide de 40 à 170 kilos en 4 mois. Donc c'est vraiment pas fait pour nous. Donc le conseil que je vous donnerais, c'est vraiment de vous éloigner du lait et de vous rapprocher des produits bio, sains, de vous faire plaisir et d'essayer de se réveiller peut-être un petit peu plus tôt et de vraiment se faire plaisir dans le petit déjeuner. Voilà. Donc je vous souhaite une très très bonne rentrée et puis à bientôt. Merci Hennouna donc pour cet instant santé. Donc chers auditeurs, chères auditrices, ne l'oublions pas, prenons notre petit déjeuner, quel que soit notre âge. Donc cette première partie d'émission consacrée plutôt à des thématiques de divertissement et d'évasion se clôture et on se retrouve donc juste après la publicité pour le dossier de la semaine, féminicide et violence conjugale, on en parle. Par les femmes. Tous les dimanches, 16h, 18h. Sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 93.8 FM. Sur 93.8 FM. À Marseille et toute sa région. Salomé, Sarah, Trantiua, Maggie, Clotilde, Eliane, Euphémie, Céline, Marianne, Denise, Irina, Antoinette, Jackie, Ophélie, Corinne, Chloé, Lucette, Mélissa, Stéphanie, Bernadette, Yvonne, Daisy, Samantha, Catherine, Laura, Christelle, Hermira, Isabelle, Leïla, Coralie, Michel, Chantal, Justine, Maïté, Maïté, Claudine, Dounia, Priscilla, Mariette, Nathalie, Mambou, Marilyn, Pierrette, Gwenaëlle, Moumna, Florence, Laura, Martine, Marie-Alice, Martine, Sandra, Chloé, Yaroslava, Daniel, Sandra, Nathalie, Dalila, Chantal, Céline, Stéphanie, Caroline, Fabienne, Babette, Dolores, Georgette, Chantal, Julie, Maureen, Hilal, Nicole, Nelly, Ginette, Gaëlle, Josette, Céline, Caroline, Sylvie, Gulcine, Patricia, Cherline, Laura, Christiane, Isabelle, Béatrice, Michel, Guo, Nadine, Séverine, Félicie, Céline, Taïna, Pascal, Monica et 8 autres femmes dont le prénom n'a pas été divulgué ont été assassinées par leur conjoint depuis le début de l'année. Aurélie, 50 ans, est la 102e victime. Laissons place à Élise Saint-Julien pour l'œil d'Élise. Bonjour Élise, ravie de te retrouver parmi nous. Bonjour. Oui, bonjour. Alors aujourd'hui, tu vas nous livrer donc ton œil d'Élise. Alors l'œil d'Élise, c'est une nouvelle chronique qui va te permettre de réagir avec tes émotions sur un angle de ton choix. Et aujourd'hui, donc la thématique évidemment est celle des violences conjugales et celle des femmes battues. De quoi as-tu décidé de nous parler, Élise ? Alors j'ai décidé de vous parler des enfants parce qu'en fait si on a rapporté de nombreux chiffres sur les violences faites aux femmes et notamment sur le nombre de féminicides, on en a peut-être oublié un, c'est 21. 21 c'est le nombre de mineurs qui sont décédés l'année dernière sous les coups de leur père. Et oui, les enfants, les premiers, et souvent même les seuls témoins du calvaire de leur mère sont aussi des victimes directes ou indirectes. Une étude en pédopsychiatrie a montré que les scènes de violence au sein du foyer peuvent provoquer des traumatismes importants chez les enfants, comme des troubles du sommeil ou de l'alimentation, de l'eczéma, des maux de ventre ou même, plus grave encore, des retards de croissance. C'est sans compter aussi sur les séquelles psychiques à long terme, stress post-traumatique, dépression, addiction. Et on le sait, un garçon soumis à des violences aura tendance à reproduire le schéma familial ou une petite fille à devenir plus tard, elle aussi, une femme battue.
Ainsi, tout comme leur mère, il faut à tout prix protéger les petits. Cela passe notamment par une réforme du droit. Actuellement, les juges estiment souvent qu'un homme violent reste un bon père et décident de ne pas lui retirer l'autorité parentale. Mais maintenir le lien entre l'enfant et son père peut s'avérer très dangereux pour lui comme pour la mère. En fait, on a constaté une majorité de féminicides qui ont eu lieu quand les parents se sont croisés pour les droits de visite. Donc aujourd'hui, il faudrait améliorer la loi pour davantage suspendre ou parfois même interdire la garde alternée ou bien encadrer le droit de visite du père. Assurer l'avenir de ces enfants, c'est également proposer une prise en charge psychologique qui doit devenir systématique. C'est ce qu'a mis d'ailleurs en place cette année l'hôpital Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois, en aidant les enfants par la méditation, le dessin, le théâtre. L'association Solidarité Femmes propose aussi des ateliers aux enfants exposés à des violences conjugales. Ce sont donc vraiment des initiatives à mettre en lumière et à multiplier. Elles pourraient aider de nombreuses victimes en France, précisément plus de 140 000 enfants qui vivent aujourd'hui dans des foyers violents. Merci Élise pour cet œil d'Élise. Donc le sujet est délicat, hein, mesdames. Oui. Je vais directement m'adresser à vous qui m'écoutez, qui peut-être faites partie de ces femmes qui sont battues, hein, utilisons le mot. Les enfants, il faut savoir que effectivement le rôle de mère, c'est de protéger son enfant. En tant que mère, quand on a à subir la violence conjugale, qui peut être aussi une violence psychologique, c'est pas forcément physique, on peut se retrouver à ne plus avoir les outils en réalité pour sortir de cette situation et protéger ses enfants. Alors moi, ce que je tiens à vous dire, et peut-être à ces jeunes adolescents qui nous écoutent, c'est que aujourd'hui, vous avez la possibilité, en tout cas, de demander de l'aide et un conseil à travers un seul numéro qui s'appelle le 3919. Alors c'est un numéro que vous n'utiliserez pas en cas d'urgence. Si vous êtes face à une situation violente et que votre mère est en danger, là on appelle le 17 ou le 18. Si vous vous sentez isolé dans votre souffrance, prenez ce numéro de téléphone et appelez, voilà. Appelez pour venir d'abord en aide à vous-même. Aujourd'hui encore, des femmes sont tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. C'est inacceptable. Que vous soyez victime ou témoin, le 3919, numéro d'écoute nationale anonyme et gratuit, vous oriente et vous accompagne pour mettre fin au cycle des violences. Le 3919 est un numéro vital. Alors le mardi 3 septembre 2019. 3919. Mobilisons-nous tous ensemble pour faire connaître ce numéro. Le 3919. Je partage le 3919. Une chanson qui parlera à bien des femmes. Assez rigolote, Hanan, je trouve. Finalement, on apporte ça avec beaucoup d'ironie. La femme marocaine sait se faire entendre sans forcément être très agressive. Est-ce que c'est une manière de dire les choses qui est efficace ou pas, selon toi ? Ah bah oui, en fait, c'est quand même assez efficace. En tout cas, c'est une recette qui marche, faut croire. Elle sait se faire entendre. Elle sait, quand elle a quelque chose à dire, elle sait le dire aussi, à sa manière. Chacune d'entre nous à sa manière. Et je pense que tout ça, c'est quand même très très positif. J'aime beaucoup cet élan. J'aime les gens qu'on a au studio, ces personnes qui travaillent ensemble pour tous. Toutes et tous, finalement. Alors effectivement, nous sommes avec le collectif Nta Rajel. Donc sa cofondatrice, enfin une de ses cofondatrices est avec nous aujourd'hui. Donc Guise Asma, vous avez 25 ans, donc très jeune, 24, oui, encore plus jeune que ce que je pensais. Donc 24 ans et vous êtes étudiante en médecine. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le féminisme ? On en a déjà parlé par les femmes, mais en réalité, chaque femme a sa définition. Quelle est pour vous la définition du féminisme, en tout cas celle que porte le collectif Nta Rajel ? D'accord, alors il faut déjà bonjour, merci de m'accueillir. Il faut comprendre que déjà il n'y a pas un seul féminisme, il y en a plusieurs. Et justement le féminisme vers lequel on va de plus en plus, c'est le féminisme inclusif. Le féminisme à la base c'est l'égalité
des genres, l'égalité entre les hommes et les femmes. Parce que depuis des siècles, quand même, c'est pas très très bon sur ce niveau-là. Alors effectivement, depuis des siècles, je vous rejoins, ma chère Asma, les notions d'égalité ne sont absolument pas respectées. Une petite question avant que vous enchaîniez, moi, le mot égalité en toute sincérité, parfois il m'intéresse. L'égalité en termes de droits, effectivement, nous devons l'obtenir et nous devons l'avoir. Mais l'égalité en tant que femme franco-maghrébine de confession musulmane, c'est pas ce qu'on m'a appris dans mon foyer. Et on a beaucoup de femmes qui dénoncent justement ce mouvement égalitaire et qui tendent plus à défendre une complémentarité des rôles. Il faut comprendre aussi que quand on demande l'égalité, on demande l'égalité avec la justice. On va pas demander à un poisson de grimper à un arbre. C'est pas possible. Ce qu'on veut, c'est l'égalité de droit. C'est, je n'ai pas à travailler 10 heures par jour, à rentrer, préparer le dîner, faire le ménage, m'occuper des enfants. Et puis, le soir, m'occuper aussi de mon mari parce que je suis sa psy, en quelque sorte. C'est comme ça que les femmes sont perçues aujourd'hui. Je n'ai pas à me battre 2 fois, 3 fois plus contre des hommes pour avoir le même salaire. On est en 2019, on n'a pas le même salaire. Pourquoi ? Parce que les hommes, avant même qu'on commence à travailler, décident pour nous qu'on va avoir des jours d'absence, qu'on va avoir des enfants, alors qu'ils ne nous demandent même pas notre avis. Ils n'ont pas à demander ça déjà. C'est vraiment très très sexiste et misogyne de demander à une femme si elle compte avoir des enfants. Ce n'est pas leur problème, c'est très intime comme question. Et le souci, c'est vous n'avez même pas à penser à ce genre de choses. Normalement, le salaire est par rapport à un poste. À ce que la femme, comment elle travaille. Bien sûr, bien sûr. À ses compétences, exactement. Alors maintenant, si dès le départ, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais une des réalisatrices d'un des films qui est sorti l'année dernière vient d'apprendre qu'elle gagnait 10 fois moins que son confrère au même poste. C'est quand même fou. On est en 2019 et on doit quand même... On n'est même pas en paix. Alors Asma, ce qui m'intéresse, parce qu'effectivement ce discours, on l'entend, ce mouvement du féminisme, il a été déclaré en tout cas en tant que tel après mai 68, mais en réalité il a démarré bien avant ça. Dès les années 1930, que ce soit en Tunisie ou en Égypte, on a eu un réel mouvement féministe qui a émergé et qui a donné justement naissance au premier magazine féminin papier. Donc aujourd'hui, est-ce que la situation de ces femmes a changé dans ces pays-là? Est-ce que c'est pire? Est-ce que c'est moins bien? Vous qui êtes né en Algérie et qui êtes arrivé ici en France tôt, donc vous avez cette double expertise du paysage maghrébin et du paysage français. Est-ce que c'est plus difficile d'être une femme aujourd'hui que dans les années 30 par exemple, en Tunisie et en Égypte? Je ne pourrais pas dire ça. Je pense que la situation évolue, même si on le voit pas, même si c'est très dur, surtout quand on est dans ce mouvement, quand on est en train de le constater tous les jours, on croit que ça bouge pas, on croit que ça recule, mais ne vous inquiétez pas, tous les jours, chaque petit jour, on fait un petit pas. Donc ça, je tiens à le dire à toutes les femmes. Maintenant, il faut savoir que le patriarcat est un grand réseau. C'est quelque chose, vous savez, qui réunit tous les hommes du monde entier, peu importe leur religion, peu importe leur race sociale, peu importe leur classe. C'est quelque chose qui unit les hommes. On a entendu parler d'une ligue qui s'appelle la FC Homme d'ailleurs. C'est ça. D'ailleurs. Oui, exactement. Il faut comprendre aussi que ça évolue, le patriarcat évolue. Tout comme le féminisme évolue, tout comme on lutte de plus en plus, tout comme par exemple les hommes qui ne veulent pas que leurs privilèges disparaissent, trouveront de meilleurs moyens de le contrer, le féminisme, mais sans être forcément à l'ancienne. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de la situation plus précise des femmes comme nous, de notre génération, nées en France et d'origine maghrébine, qu'elles soient musulmanes ou pas, là n'est pas la question. Nous parler de la culture maghrébine. La culture maghrébine, et je pourrais pas dire vraiment que c'est une culture parce que elle est très basée et très influencée par la colonisation. On a des graves problèmes de ça, donc on peut pas vraiment. Donc le problème vient pas de l'homme arabe.
Non, pas autant que ce qu'on peut croire. Ça peut venir de l'homme arabe comme ça peut venir de tous les... En fait, ce n'est pas une question d'homme arabe ou d'homme français ou d'homme américain, c'est une question d'homme. Ils sont... Hanouna, elle est outrée, je crois. Moi, je croyais que c'était la faute des Arabes, Hanan. Bah non, loin de là. L'homme arabe est machiste, est sexiste, il bat sa femme, etc., etc. Et en plus, il s'appuie sur un socle de hadith et d'enseignements religieux. Tu as bien lu tes magazines. Vous allez surtout me contredire, s'il vous plaît, mesdames. Non, tu as bien lu tes magazines et tu as bien été ancré de ce qu'on a voulu que tu crois. Mais aujourd'hui, les noms qu'on a entendus, qui ont été cités par Flavie Flamand. Oui, c'est ça. C'était des noms de tout. Aujourd'hui, on sait que ça touche tout le monde. La problématique qu'a soulevé Asma, c'est une problématique qu'on rencontre partout. La femme qui travaille et qui vient et qui doit s'occuper des enfants et qui doit s'occuper de la maison et qui doit s'occuper de son mari et qui doit s'occuper d'elle-même parce que son mari n'accepterait pas qu'elle se délaisse, etc., etc. C'est une charge mentale, c'est quand même quelque chose dont on parle depuis quelques années, qui pèse sur la femme, qui est excessive. Et je ne pense pas que ça touche particulièrement la communauté maghrébine. Je pense que c'est... Alors, la violence, je vous rejoins donc effectivement que je taquinais Hanan et nos invités. La violence conjugale chez nous, est-ce qu'on peut en parler? Voilà, elle existe chez les autres, on le sait, on a entendu. Elle existe partout finalement. On le sait. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, on le sait. On parle de la nôtre. Voilà, c'est qu'on parle de la nôtre. Voilà, comme Asma et Lisa, se retrouvent en comité non mixte. Moi, je veux qu'on parle de cette violence-là. Aujourd'hui, on va pas se mentir. Est-ce qu'il y a plus d'hommes arabes qui frappent ou pas? On n'en sait rien. Mais l'homme arabe frappe sa femme. Voilà, on le voit dans les séries télévisées qui sont aujourd'hui encore diffusées. En tout cas, au Maroc, c'est encore diffusé. En Algérie ou en Tunisie, j'en sais rien. On voit des femmes qui se prennent une gifle à la volée et c'est tout à fait normal. Donc cette violence-là, elle existe. Et en réalité, pour moi, mais vous allez peut-être me contredire, la femme arabe a peur de la dénoncer, a honte de la dénoncer, et surtout si elle se rebelle contre cette violence, c'est elle qui est mise de côté. Donc je vous laisse, mesdames, que ce soit Asma ou Lisa, nous apporter votre expertise sur ce sujet-là. Aujourd'hui, on a des femmes qui nous écoutent, qui sont peut-être des femmes battues. Si elles ne sont pas battues, elles sont victimes de violences psychologiques parce que le repas n'a pas été servi trop tôt. Alors, on ne dit pas que c'est la majorité des hommes maghrébins qui sont comme ça. On ne dit pas que c'est la totalité de nos auditrices qui sont concernées par cette situation. Mais dans notre entourage, forcément, ça existe. C'est normalisé. Normalisé. Je vous laisse la parole, mesdames. La violence de l'homme maghrébin, comme on a dit, la violence de culture musulmane. Elle existe partout, mais effectivement, même chez nous, elle existe, elle est là. Alors que, bien sûr, normalement, ceux qui sont musulmans, en tout cas, devraient savoir que ça se fait pas, que c'est pas normal, même devant Dieu. Oui, mais vous dites ceux qui sont normalement musulmans, mais l'homme qui bat sa femme, lui, il se définit en tant que musulman, il fait même sa prière, il va bien dans sa tête. Encore pire. Ils vont instrumentaliser l'islam pour leur donner raison. C'est encore pire que de frapper. Et c'est ce qui arrive aux femmes maghrébines, nordaf. Ce n'est pas seulement qu'elles se font battre, c'est qu'elles ont été poussées dans une psychologie de normalisation. Elles ont dû accepter ce fait, elles ont dû normaliser ce fait, comme quoi, une fois dans notre vie, au minimum, on va se prendre une gifle. Et ce n'est rien. C'est juste une dispute avec son mari. Et si on le raconte à sa famille, ça sera quand même rien, parce que ça sera elle qui exagère. Lisa ? Alors moi je pense que la complexité en fait pour les femmes nord-africaines, même de la diaspora, c'est qu'on est face à un double problème. C'est-à-dire que en fait on va subir ces violences conjugales, familiales, qu'elles soient psychologiques, physiques ou sexuelles, et on va nous expliquer que les dénoncer ce serait trahir la communauté. Si on est dans un cas où l'islam est pratiqué ou même existe culturellement, on va nous expliquer que Dieu déteste le divorce,
Alors Dieu déteste le divorce peut-être, c'est certaines interprétations dans le sens où voilà, il faut patienter quand on est marié, etc. Vous êtes une femme battue, restez sur place, vous inquiétez pas, message, en fait, Dieu va vous alors qu'en fait protéger. Non, Dieu il va vous protéger dans votre épreuve, mais il va pas vous protéger physiquement. Il va vous venger un jour. Voilà. Peut-être. Inch'Allah. C'est même pas encore sûr. Non, après si. Normalement, quand on demande justice, nous on le sait, nous on est sûr. Mais les discours qu'ils sont donnés, c'est peut-être que c'était toi qui étais en tort. Ah oui. Peut-être que tu as reçu ce coup parce que tu le méritais. Parce que tu le méritais. Et donc ça crée cette les femmes, elles sont même plus sûres d'elles, elles sont même plus sûres de la légitimité de leur statut de victime. Ouais. Exactement. Oui, et du coup, je disais en fait, le problème, c'est que voilà, on leur met dans la tête que Dieu déteste le divorce, alors que Dieu aime et aimerait que les femmes se libèrent en fait si elles sont victimes de violences, et il aimerait aussi que les femmes puissent protéger leurs enfants si elles peuvent le faire, etc. C'est ça la question. Et donc voilà, on a instrumentalisé l'islam pour mieux emprisonner les femmes. Ça, c'est un fait. Et aussi le fait que voilà, quand on vit en France, qu'on est une femme maghrébine, et qu'on vit avec son conjoint qui est violent, et généralement on est de classe populaire, parce que on sait que les personnes racisées elles sont surreprésentées dans les classes populaires. Comment on fait quand on ne peut pas faire confiance à la police? On l'a vu là il y a quelques jours à Sevran ce qui s'est passé. Un policier qui a agressé injustement comme ça un homme noir. Hanan Zawani présente Par les femmes. Engagée pour améliorer le monde de demain. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 105.1 FM. Sur 105.1 FM à Dijon et toute sa région. Hanan Zawani présente Par les femmes. Engagée pour améliorer le monde de demain. Alors effectivement, je vais mesurer votre propos. Une femme, effectivement, quand elle est violentée et qu'elle se rend au commissariat de police, elle n'est pas forcément reçue comme elle doit l'être. Donc l'arsenal juridique est présent. Les conseils psychologiques existent aussi, mais malheureusement sur le terrain, en réalité, on n'a pas de personne, pas de structure qui puisse être capable d'accueillir correctement une plainte et que cette femme n'ait pas à subir elle-même le sentiment sexiste ou patriarcal du policier qui doit prendre la plainte. Je me trompe ? Moi, ce que je voulais dire, en fait, c'était carrément le problème la police pose un problème pour nos communautés, pour les communautés racisées, les communautés minorisées en France. Comment faire confiance à cette police qui contrôle nos enfants, qui les harcèle, contrôle des gosses de 12 ans, etc. Comment appeler cette police-là censée nous protéger quand on sait qu'elle nous protège jamais? C'est ça la question. Donc, qui est-ce qu'on appelle quand on est une femme non blanche, quand on est une femme nord-africaine, quand on est agressé dans notre foyer? Moi, ce que je comprends, Lisa, dans ce que vous dites, c'est que quand on est une femme arabe qui vient se présenter au commissariat, et parce qu'on est arabe, et qu'on est femme, on n'est pas prise au sérieux. Et encore moins prise au sérieux parce qu'on est une femme arabe, c'est ce que vous dites? On a une double peine. Non, mais je pense que non seulement on peut être moins prise au sérieux, mais on aura moins aussi cet élan d'appeler la police et de chercher secours auprès de la police quand mais ça, c'est toutes les femmes, ça. Non. Davantage quand on est une femme maghrébine et que quand même on voit la police dans nos quartiers agir. Parce que le carcan psychologique de la tradition, on fait pas confiance etc. à la police et on sait que la police est raciste, faut le dire. On les voit faire du mal à nos frères tous les jours, à nos fils, à nos pères. Est-ce que nous, qu'est-ce qui nous dit qu'ils ne feront pas la même chose avec nous? Ça, c'est premièrement le barrage de la race. Et ensuite, on a remarqué avec tous les meurtres qu'il y a eu, tous les féminicides qu'il y a eu, que même en y allant, même en prenant son courage, on risquait de se faire quand même arrêter au pas de la porte. Donc, c'est une double peine. Hanan? Hannouna. On a aussi l'exemple du président Macron qui a pu assister à la réception d'un appel au centre 3919, justement une scène absolument rocambolesque mais inimaginable où la femme qui appelait disait que la gendarmerie ne voulait pas accompagner la femme qui se sentait menacée et c'était avéré qu'il ne voulait pas accompagner la dame pour récupérer ses affaires chez son futur ex-mari. Ça a été absolument catastrophique. Donc après, ce qui a été dit, c'est que la gendarmerie n'est pas formée pour recevoir, mais je veux dire un minimum de bon sens en tant qu'humain, juste humanisme. On peut dire que alors le 3919, une dame dit qu'elle est en danger.
Oui, on y va. On y va. Le 3919, on le rappelle, donc c'est ce numéro d'urgence auquel vous pouvez faire appel pour obtenir des conseils dans un premier temps et être accompagné justement à sortir du cercle des violences faites aux femmes, violences conjugales, sexistes. Et il y a un truc qui m'intéressait, moi, Hélène, c'est que tu parlais de honte. Les femmes ont honte de parler. Parce qu'il y a aussi une ère culturelle dans nos cultures qui, on a une diabolisation du divorce. Divorcer, ce serait là. C'est un sujet tabou, effectivement. C'est tabou. Et puis voilà, c'est la honte d'être victime, qui est naturelle en fait et qui est normale. C'est pas ces femmes le problème. Mais il faut que la honte change de camp en fait. C'est à ces hommes d'avoir honte, d'être violents envers leur famille. C'est à eux de ressentir cette honte. Alors moi, ce qui m'intéresse effectivement, c'est quelle solution en tant que collectif vous pouvez apporter. Quelle solution complémentaire à ce dispositif du 3919 ? On reviendra sur les dispositifs de Marlène Schiappa. Le premier pas, tout simplement, c'est d'expliquer à ces femmes, justement, comme elle a dit Lisa, de ne pas avoir honte. Vous savez pas à quel point la honte, elle enferme la personne. Vous savez pas quoi, le fait de se sentir coupable les empêche même d'en parler. Alors parfois, leurs enfants. Non, les enfants, la plupart du temps, ils voient. Ils sont là, justement. En tout cas, la personne sur qui ils peuvent compter, une amie, une famille, leur mère, leur sœur, n'importe qui, elles peuvent même pas en parler parce qu'elles s'attendent déjà à être diabolisées, à ce qu'on leur dise que c'est leur faute, ou que c'est pas grave, ou que tu dois rester, ou que... Et ça, c'est juste le premier problème. Le deuxième problème, c'est que il faut pas oublier que on dit que ces femmes ont honte et elles ne quittent pas leur mari, mais il y a celles qui dépassent ça et qui vont quitter leur mari. Mais ce monde n'est pas fait pour elles. Il n'a pas été créé ni travaillé pour qu'elle puisse s'en sortir. Ce constat, il est dressé depuis des dizaines d'années, donc des améliorations, effectivement, il n'y en a pas eu. Mesdames, si vous nous écoutez, que cette situation vous touche personnellement ou celle de votre entourage, c'est vrai que dénoncer la violence conjugale, vous allez avoir beaucoup de difficultés, mais il faut surtout pas perdre espoir. Voilà, il faut y aller. Si par le 17 ça fonctionne pas, par le 3919 ça doit fonctionner, et on appelle jusqu'à être entendu. Bon, ce sujet des violences conjugales mérite en réalité plus que 2 heures. Alors peut-être conclure par des chiffres. Il faut savoir, chers auditeurs, chères auditrices, qu'aujourd'hui c'est plus de 220 000 femmes qui sont victimes de violences, ce qui n'est pas rien. 12% des femmes françaises, d'origine maghrébine ou pas, ont déjà été victimes, elles, de viol. Voilà, donc le viol ce n'est pas un phénomène anodin. Ça touche 10% de la population féminine ici en France. On recense, comme nous l'a bien précisé Élise Saint-Julien, 21 enfants qui sont morts des violences de leur père, en tout cas des violences parentales. Et aujourd'hui, un chiffre important, on dit souvent morte sous les coups de son conjoint. Et en réalité, l'expression est galvaudée, et en tout cas ne correspond pas à une réelle réalité. Aujourd'hui, une femme qui meurt des coups de son mari, elle meurt parce qu'il lui a tiré dessus d'une arme à feu, parfois à bout portant. Elle meurt d'une arme blanche, donc elle peut se faire poignarder, voilà. Alors elle meurt de strangulation, donc on a des hommes, permettez-moi l'expression, qui grimpent sur leurs femmes et les étranglent jusqu'à les tuer. Enfin voilà, la violence des actes est juste ignoble. Ce sujet, nous reviendrons dessus. Donc, auditeurs, auditrices, rendez-vous bien sur la page de Par les femmes, donc la page Facebook. Vous allez voir un certain nombre de liens, donc le 3919, des enquêtes, des chiffres. Et surtout, je vous ai préparé un court métrage qui dure 10 minutes, qui traite justement de la violence conjugale. Mesdames, on vous remercie d'avoir été là avec nous, donc Samia, Lisa du collectif Nta Rajil. On a eu un très bel événement hier, donc nous en parler, puis nous laisser vos réseaux sociaux pour que justement on continue à vous suivre.
Alors l'événement d'hier, c'était donc une projection débat sur le féminisme. Donc la projection du court-métrage, c'est Ma grand-mère n'est pas une féministe de Fatima Zahra El Mati. Donc l'idée, voilà, c'était de revenir en fait sur le féminisme qui était peut-être pas appelé féminisme, mais qui en était quelque part un, de nos aïeuls, donc de nos aînés, de nos grand-mères, de nos mères, donc les luttes qui ont été menées par toutes les femmes qui nous ont précédées et exactement, savoir d'où on vient pour savoir où on va. Asma ? Oui. Peut-être un mot de la fin ? Je dirais juste à toutes les femmes qu'elles ne sont pas seules et qu'on est là et qu'on travaille et qu'elles n'ont pas à abandonner parce qu'on sera là. On sera là pour elles. Merci pour ce très beau message. À très bientôt. Safa et Ena, ces jumelles, ces belles jumelles qui sont originaires du Maroc, on les recevra prochainement sur Par les femmes. Alors, la femme dans toutes ses actus pour finaliser cette émission. Donc, 3 actus à la une. Une femme voilée poignardée en pleine rue dans la Loire. Vous avez dû en entendre parler. Elle a 24 ans et elle a été conduite à l'hôpital dans un état grave ce mercredi 11 septembre. Ce monsieur fortement alcoolisé lui a porté plusieurs coups de couteau en pleine rue. La victime de confession musulmane était avec ses enfants et son mari. Son agresseur est actuellement interné en psychiatrie. Du côté du Maroc, cette journaliste dont on entend beaucoup parler, Hajar Reissouni, donc qui risque 2 ans de prison pour avortement illégal. Donc cette reporter a été arrêtée à la sortie d'un cabinet médical gynécologique de Rabat fin août. La totalité des défenseurs des droits humains au Maroc dénoncent bien évidemment une procédure politique liée à son travail car effectivement elle fait partie d'un parti politique. Donc nous suivons cette affaire et pour finir, une vague de soutien. Cette fois-ci, encore au Maroc, oui. Une vague de soutien à la femme de Hatim Amor. Donc Hatim Amor, cet artiste marocain qui sera en concert le 4 octobre sur Paris et que nous recevrons également. Donc sa femme est atteinte d'un cancer. On les salue tous les deux pour leur prise de position courageuse. Cette belle photo qu'on a sur les réseaux sociaux, c'est tout un symbole car non, le cancer n'est pas honteux. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.